réglé. Le téléphone est éteint. Hop, voilà. Bon, bah, tout le monde est prévenu, au moins c'est bien. Bon, Timothée, bonjour. Bonjour. Tu es docteur en économie à l'université Clermont-Auvergne et tu es l'auteur d'une thèse sur la décroissance. C'est d'ailleurs ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui parce que la décroissance, c'est un mot qui est un peu un gros mot aujourd'hui dans notre société quand on en entend parler. On n'en entend pas toujours parler. Et finalement, ce qu'on va essayer de voir avec toi, c'est que peut-être qu'il y a un malentendu. Et pour dissiper le malentendu, rien de mieux que creuser un petit peu la définition et ce qui se cache derrière ce mot et son jumeau diabolique, la croissance, quelque part. Donc, j'entame avec la définition que tu donnes de la décroissance, et puis on reviendra un petit peu dessus derrière, c'est tout un programme, hein, c'est la réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation dans les pays riches pour réduire les pressions environnementales et les inégalités tout en améliorant la qualité de vie. Je valide. Bon, c'est la tienne. Et du coup, je ne vais pas du tout commencer par te poser la question de qu'est-ce que la décroissance, puisqu'on vient de le faire, mais à l'opposé, c'est quoi la croissance? Ok, vaste question. Alors, commençons la croissance. Réponse courte, c'est l'augmentation du produit intérieur brut, PIB. Bon, alors là, je sais, ça ne nous avance pas beaucoup, donc on va avancer une autre étape. Qu'est-ce que c'est que ce produit intérieur brut? Alors, c'est un indicateur macroéconomique en comptabilité nationale qui essaye d'estimer un petit peu le niveau de production d'une économie. Donc voilà, l'indicateur a été créé aux États-Unis dans les années 1930, où à l'époque, on n'avait pas un seul indicateur pour mesurer l'intégralité des activités économiques dans une économie. On pouvait mesurer le nombre de voitures, le nombre d'heures passées à faire ci, à faire ça, mais on n'avait pas une espèce de vue d'ensemble de l'économie. Donc le PIB, il permet de faire ça. Et pour faire ça, ce qu'il fait, en fait, c'est de mesurer une estimation des productions économiques. Et là, on rentre un petit peu dans la méthodologie du PIB, comment il est calculé. L'hypothèse qu'il fait, c'est de mesurer, estimer la production par l'agitation des valeurs monétaires. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'agitation des valeurs monétaires? C'est-à-dire qu'on mesure, par exemple, l'intégralité des revenus des gens, les flux de monnaie sur un marché, et ça va nous donner une espèce d'estimation un peu. On peut faire l'hypothèse que à ces flux monétaires, ça va être une bonne représentation de ce qui est produit physiquement dans une économie. Alors là, déjà, le point super important, c'est que le PIB, c'est un flux, ce n'est pas un stock. C'est-à-dire que quand on parle du PIB de cette année qui augmente, ce n'est pas la richesse d'une économie qui a augmenté. C'est-à-dire que c'est cet indicateur de flux, c'est-à-dire que c'est l'indicateur d'agitation économique, c'est-à-dire d'une année à une autre, si on a une croissance économique, on a une économie qui s'agite de plus en plus. Alors là, je dis ça, c'est assez important parce que la croissance, en fait, c'est une métaphore. Une économie, elle ne va pas croître comme une plante. Elle va s'agiter de la manière dont on le mesure avec le PIB. Elle va s'agiter de deux manières, donc par l'expansion et par l'accélération. Alors l'expansion, c'est quand on va créer des nouvelles marchandises. Parce que si tu crées une nouvelle marchandise, quelque chose avant qui n'était pas marchandisé, je te donne un exemple. Si on a une économie où il n'y a pas d'agence immobilière, donc voilà, quand j'achète ta maison, on s'échange l'argent. Bon, ça ne vient pas participer dans le PIB parce qu'il n'y a pas de production, c'est juste un échange monétaire. Mais s'il y a des agences immobilières et qu'on paye, on va dire, 5% du prix d'achat à une agence immobilière, et ben, ça va compter, les 5% de la transaction, comme un revenu supplémentaire. Et donc, dans les yeux du PIB, ça va être estimé comme de la croissance économique. Donc, on va dire ici, il n'y a rien qui a été vraiment produit. Ça s'est étendu, c'est-à-dire que juste le service de facilitation d'achat et de vente a été marchandisé. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, bien sûr, il y a l'accélération. Bon, si il y a de plus en plus d'agences immobilières ou de plus en plus de ces services qui sont nouvellement marchandisés, et aux yeux du PIB, on va voir l'économie qui s'active. Alors, je te donne une analogie. Moi, j'aime bien, c'est comme ça que je la représente. C'est l'analogie de la boule à neige. Alors, tu vois, les petites boules à neige de Noël. Là. Et le PIB, il mesure l'agitation des flocons. Donc, tu peux faire deux choses. Les phénomènes réels qui expliquent une croissance du PIB, c'est soit il y a plus de flocons dans la boule à neige,
il y a des nouvelles marchandises qui existent dans l'économie et donc tu la secoues de la même force, il y a plus d'agitation. Soit il y a le même nombre de flocons, mais tu secoues beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Donc, quand on dit croissance de l'économie, ça veut dire vraiment, si on traduit concrètement, que cet indicateur qu'on utilise pour estimer une partie de la production, c'est-à-dire la production de valeur monétaire, s'agite d'une année à une autre. Donc la croissance, c'est ça. Donc on voit tout de suite que c'est quelque chose de très abstrait. Ok, effectivement, c'est toujours un peu abstrait pour moi, tel que présenté là. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand nos hommes politiques viennent en costume cravate à la télé, souvent, ils nous parlent du besoin d'avoir de croissance pour relancer l'économie, comme c'est le cas avec la crise Covid. Il y a des plans de relance et parce que dans l'idée, la croissance, c'est quelque chose qui va générer des revenus pour tous et donc du confort. On l'associe souvent aussi à la notion de progrès. Est-ce que tout ça, c'est une joyeuse bouillie et c'est à trier ou est-ce que c'est déjà un peu vrai ce que je te dis? Est-ce que c'est ce qu'il y a dans l'inconscient collectif? Bah, c'est pour ça que là, c'est très important de revenir dans la méthodologie parce que, en fait, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est mesurer la production. En fait, idéalement, il faudrait qu'on ait un grand tableau Excel qui nous dise, bah, en 2020, on a produit tel nombre de voitures, on a réussi à produire tel nombre d'heures de services dans les hôpitaux, tel nombre de ci, tel nombre de ça, et on pourrait évaluer ça et on se rendrait compte, bon, bah voilà, quelle quantité de richesse on a créée aussi. On pourrait mesurer, je ne sais pas, toutes les maisons qui ont été construites, toutes les entreprises qui ont été créées, des choses comme ça. On aurait une espèce de mesure de la richesse. Mais ça, comme tu peux imaginer, ce serait vachement difficile. Donc, la solution des économistes qui remonte à Simon Kuznets, le statisticien qui a inventé le PIB dans les années 1930, c'est de se dire, waouh, on va juste regarder l'agitation des valeurs monétaires et on va faire l'hypothèse que ces valeurs monétaires reflètent la nouvelle quantité de production. Mais là, on se rend tout de suite compte d'un problème. C'est-à-dire que croissance, donc ça vient mesurer cette partie de la production qui est associée à des transactions monétaires. Donc, il y a plein de trucs. Ce n'est pas le cas. La pollinisation, par exemple, personne ne paye les abeilles. Donc, ce n'est pas dans le PIB. Donc, d'une année à une autre, si tu fais une activité économique, par exemple, si tu payes une entreprise pour, je ne sais pas, détruire les abeilles au lance-flamme et tu les payes au salaire minimum, ça va faire de la croissance économique parce que les valeurs monétaires vont s'agiter, mais les valeurs économiques, écologiques, qui ne sont pas prises en compte dans le PIB, là, va y avoir une dégringolade, mais ça ne sera pas pris en compte. Pareil pour des valeurs sociales, culturelles, la confiance, la convivialité, des choses comme ça, le bien-être lié au temps libre. Toutes ces choses-là, c'est mal reflété. Donc, moi, j'aime bien utiliser un petit peu l'analogie aussi de l'iceberg. Le PIB, il mesure la petite partie émergée d'une grande économie qui est en partie économique et monétaire, donc la sphère de marché qu'on a au-dessus de l'eau, mais qui est aussi sociale et écologique. Ça, c'est la partie tout en dessous de l'eau. Donc, c'est très difficile de dire quand on a une croissance économique, c'est du progrès. En fait, il faudrait plutôt regarder la qualité de cette croissance. OK, on a une agitation de la sphère de marché. Question 1, est-ce que cette agitation de la sphère de marché se fait aux dépens de la santé écologique? Parce que là, dans ce sens-là, tu as une augmentation, je ne sais pas, des activités d'extraction d'énergie fossile, ça va venir te créer de la valeur monétaire, mais ça contribue au changement climatique. Donc là, on se rend compte que c'est un petit peu contre-productif. Là, c'est plus un transfert. En fait, on sacrifie de la valeur écologique pour le transformer en valeur monétaire. Deuxième question, est-ce que l'agitation, donc la croissance économique, va se faire aux dépens de la valeur sociale? Donc là encore, on a peut-être une création de plein d'emplois précaires. Donc les gens s'activent, il y a de plus en plus de transactions, mais on se rend compte que les emplois précaires, ça fatigue les travailleurs qui ne voient aucun sens de ce travail, qui vont faire des burn-out, qui sont dans des situations très difficiles, qui se retrouvent surchargés de travail, en dépression, qui donc ne peuvent pas interagir socialement dans le quartier où ils habitent, et ça crée plein de problèmes sociaux. Donc là, on voit encore, on a sacrifié de la richesse sociale pour de l'agitation économique. Donc, moi, croissance de cette manière très abstraite, je dis, ça ne nous dit rien si c'est un progrès ou un regret. Ou un regret, il faudrait regarder plus précisément la composition un petit peu de ces productions nouvellement produites.
En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le scientifique, depuis de nombreuses décennies, ça s'accélère les messages depuis quelques années, nous disent que on est dans un système qui ne fonctionne plus. La dernière preuve en est, fin juillet, c'était le jour du dépassement, c'est-à-dire qu'à cette date-là, fin juillet, on a épuisé le stock d'arbres, de poissons que la Terre peut en renouveler en une année. Donc, est-ce qu'il y a une forme de croissance qui est compatible avec les limites planétaires, en fait, qui est quand même un des premiers indicateurs. Après, on passera aux égalités, aux inégalités, et c'est un vrai sujet. Tu le prends en compte dans ta définition. Mais la question, elle est là. Est-ce qu'il y a une forme de croissance compatible avec les limites planétaires? OK. Un petit commentaire sur le jour du dépassement. Donc, tu l'as dit, le 29 juillet, jour de dépassement pour l'humanité. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ce jour du dépassement, c'est une moyenne de tous les pays. Mais il est différent en fonction des pays. Donc, si on regarde le jour du dépassement, par exemple, au Qatar, c'est le 9 février. Le 15 février au Luxembourg. Pour la France, c'est le 7 mai. Et au contraire, si on regarde le jour du dépassement pour l'Indonésie, c'est le 18 décembre. Ou Cuba, c'est le 17 novembre. Donc là c'est ce que je veux vraiment mettre un point sur, quand on parle d'anthropocène, on a tendance à penser, oui, c'est l'humanité comme une entité homogène, voilà, qui fait pression sur la nature. Alors que ce n'est pas le cas. Les émissions, on en reviendra, elles sont concentrées. On sait aujourd'hui que les 10% des plus riches sur la planète génèrent 50% des émissions. Donc, ça veut dire que ces 10% des plus riches, ils ont utilisé 56% du budget carbone, qui nous permettrait de respecter l'accord de Paris à 1,5 degré, alors que les 50% les plus pauvres n'en ont utilisé que 4%. Donc, avec des chiffres comme ça, on se rend compte qu'il faut tout de suite politiser ces concepts de changement climatique, d'anthropocène, de jour du dépassement, pour montrer que la création du problème est inégale et donc, bien sûr, la solution, réduire les émissions pour commencer, ça ne va pas être on est tous dans le même bateau à devoir réduire. Non, il va falloir se concentrer là où les émissions sont. Alors, bon, là, c'était une petite digression. Je reprends ta question. Donc, y a-t-il une forme de croissance compatible avec le respect des limites planétaires, tu me demandais. La réponse est oui. Cette forme de croissance, elle serait locale, temporaire et faible. Voilà, on peut imaginer à un moment donné, une économie s'active un petit peu. Quand ça s'active, une économie, ça vient utiliser de l'énergie et des matériaux pour construire quelque chose. Une fois que cette chose est construite, voilà, il n'y a plus qu'à la maintenir et elle s'arrêterait de croître. Il y aurait une petite augmentation des pressions environnementales, mais ça se serait stabilisé. Donc là, avec des petits phénomènes de fluctuation économique, alors là, pas de souci. Ce qui est impossible, c'est d'avoir des hauts taux de croissance partout dans le monde et pour toujours. Donc là on retrouve cette idée d'avoir une croissance illimitée comme on va dire un mode par défaut des économies modernes. Et là, vu qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde les chiffres, le PIB, donc cet indicateur d'agitation économique, reste corrélé à différents indicateurs de pression environnementale. Je dis pression environnementale pour être plus général que juste des émissions carbone, parce qu'on dit souvent, oui, voilà, il faut atteindre la neutralité carbone, il faut décarboner l'économie. Mais une fois que tu as décarboné l'économie, il faudra aussi s'occuper de ses conséquences sur la biodiversité, sur l'usage des sols, sur l'utilisation des matériaux, sur la pollution de l'eau, sur plein d'autres choses. Donc, une économie écologique, si on est vraiment sérieux sur sa définition, doit être une économie, nous on dit encastrée dans son environnement. Et ça demande une stabilisation de toutes les pressions environnementales. Bon, aujourd'hui, il y a quelques victoires sur la décarbonisation. Et encore, ce n'est pas des victoires, comme on dit, de découplage absolu, où là, on atteint un état où la croissance peut augmenter sans émissions de carbone, c'est du découplage relatif. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus efficient. De temps en temps, il y a des petites périodes temporaires de découplage absolu où il se passe rien, mais la plupart du temps, c'est local et temporaire. Mais pour l'instant, si on regarde l'intégralité des indicateurs et même le carbone, il faut se rendre au fait qu'aujourd'hui, on a encore ce couplage. Donc, dès qu'on a production mesurée en croissance, on a transformation mesurée en flot biophysique. Et donc, ça, malheureusement, ça veut dire que en flot,
Pardon, Ouais, Timothée Enflot, biophysique, ça veut dire c'est de la matière, c'est quelque chose de concret, du bois, des minerais. exactement. Donc, quand une économie s'agite, on voit qu'il y a de plus en plus d'arbres qui sont coupés, il y a de plus en plus de minerais qui sont extraits, de litres d'eau qui sont utilisés pour produire, il y a de plus en plus de rejets donc de carbone, mais aussi de rejets d'eau usée, il y a de plus en plus de modifications de l'usage des sols et donc d'impact sur la biodiversité. Donc, les économistes écologiques, nous, on parle de flux biophysiques un petit peu en utilisant l'analogie d'un métabolisme économique. Donc, si ton économie, c'est un petit peu comme un corps humain, eh ben, on est traversé par des flux biophysiques. Et ben, l'économie, c'est pareil. Elle trouve ce qu'on appelle dans ses sources de l'énergie et des matériaux. Et ensuite, elle va utiliser cette énergie pour transformer des matériaux en biens et services. Et une fois que ces biens et services n'ont plus de valeur économique, ils vont être jetés. Et bien sûr, on ne les jette pas dans l'espace très très loin. Ils vont être rejetés dans la nature, dans ce qu'on appelle des puits, mais c'est peut-être un mot un petit peu disrespectueux, on va dire, de l'environnement. Ça le traite déjà un petit peu comme une poubelle. Mais le fait c'est que l'économie, voilà, elle est indétachable de sa réalité écologique. Dans ce contexte, les choses étant quand même plutôt bien posées sur ce qu'est la croissance, le fait qu'on ne peut pas continuer de manière continue et exponentielle dans cette voie, pourquoi est-ce que collectivement, surtout dans la bouche de nos dirigeants mondiaux, on continue d'être obnubilé par la croissance? C'est une question que je me pose souvent. Et bon, c'est pas nouveau, ça fait plusieurs années. Mais au fil des années, à chaque fois que je me retrouve à débattre ces choses-là où les gens défendent la croissance avec tant d'énergie, je me demande déjà, de un, est-ce que vous savez ce que c'est que la croissance? Parce que bon, le document quand même qui t'explique comment calculer le PIB, il fait 121 pages et c'est pas un pique-nique. C'est extrêmement compliqué. Ensuite, les théories de la croissance n'ont commencé à exister que dans les années 50. Et il y en a une poignée. Donc, toutes ces choses que je parlais là, de phénomènes d'accélération, d'expansion, du calcul du PIB et de toutes les limites méthodologiques, ça, je pense que la plupart des gens, et surtout les gens qui défendent la croissance le plus ardemment, ils ne connaissent pas ces choses-là, ou très superficiellement, ce qui fait qu'ils confondent PIB et richesse. Encore une fois, la richesse, elle peut être économique, elle peut être aussi sociale et écologique. Ça, je pense que c'est une expérience concrète qu'on en fait tous les jours. On peut augmenter, voilà, quand tu prends un nouveau job, si on te dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais doubler ton salaire, si au lieu de travailler 35 heures, eh bah, tu vas travailler 70 heures par semaine. Bah, les gens vont se dire, bah non, parce que là, quand même, si je fais ça, je vais augmenter donc mes revenus, la richesse économique augmente, mais je vais baisser un petit peu mon temps libre. Donc, on va dire une certaine richesse sociale ou individuelle ou spirituelle, tu l'appelles comme tu veux. Donc, les gens vont faire un trade-off, quoi, une balance. Pareil, si on te dit, ah bah trop bien, ton jardin, il est cool, j'aime bien, bah tu sais quoi, je te donne 20 000 euros si je peux le brûler. Les gens vont se dire, ok, bon, bof, quoi, parce que je vais avoir les 20 000 euros, mais après, je ne pourrai plus faire pousser des tomates, et puis j'aime bien, puis comme ça, j'ai des oiseaux dans mon jardin. Donc, si on le ramène à l'échelle individuelle ou l'échelle locale, bah, on se rend compte qu'il y a toujours en fait des décisions où il faut faire un petit peu un équilibre entre différents types de richesses. Mais, alors c'est ça, quand on ramène ce problème à l'échelle macroéconomique, là, il n'y a plus de décision. La croissance économique, illimitée, il peut y avoir une augmentation de la richesse économique, sociale et écologique en même temps. La question précédente l'a bien montré, moi c'est une grande partie de mes travaux, on ne peut pas augmenter à la fois la richesse écologique et la richesse économique. Il y a forcément un équilibre à trouver. Et ça, c'est une autre partie de mes recherches. Pareil pour la richesse sociale. Parce que de la même manière qu'on a une quantité limitée d'énergie et de matériaux dans l'environnement, on a une quantité limitée d'heures dans une journée. Pour pouvoir produire des choses, il faut passer du temps à les produire. Quand tu passes du temps dans un emploi rémunéré à faire quelque chose, c'est du temps que tu ne vas pas passer avec tes enfants, à jouer aux échecs avec tes voisins, à lire des livres, à faire d'autres choses qui peuvent avoir une richesse sociale, culturelle, encore une fois, qui n'est pas dans le PIB. Donc là, il y a un autre équilibre à trouver. Et je te donne un autre exemple qui revient un petit peu à cette idée de l'iceberg. Donc j'ai dit, le PIB est un flux. Donc le PIB, il mesure voilà, un petit peu l'agitation économique d'une année à une autre, et donc
la production qui va venir s'ajouter à un tas de richesses. Donc, le PIB en France en 2019, c'est à peu près de 2 425 milliards d'euros. C'est ça le PIB. La richesse, donc le patrimoine net national, c'est 16 milliards. Donc, on voit que chaque année, sur une richesse totale de 16 milliards, il y a une production de 2 milliards qui s'active et à la fin de cette année, ben voilà, il y a un petit peu qui vient s'ajouter au patrimoine. Mais si on venait considérer sur ce patrimoine, non seulement parce que ce patrimoine est aussi évalué en valeur monétaire, si on avait une comptabilité en triple capital avec les valeurs sociales, écologiques et économiques, on se rendrait peut-être compte, ah bah tiens, les 2 milliards d'agitation, là, ça vient créer un petit peu de valeur économique, mais à la fin de cette année, ben, en fait, on a perdu quelque chose à travers la croissance. Moi, il y a Herman Daly, c'est le père fondateur, un économiste américain de l'école hétérodoxe d'économie écologique, qui parlait de uneconomic growth, la croissance non économique, qui disait que voilà, la croissance au début, c'est bien parce que ça crée plein de bénéfices et ça n'a pas beaucoup de coûts. Au début, quand tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de matériaux, tu construis une route, un hôpital, de l'électricité, trop bien. Là, ça augmente ton bien-être. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, la plupart de l'agitation économique, c'est des banques qui vont créer des nouveaux frais, des entreprises de marketing qui font des pubs sur YouTube. Donc, bon, ça ne crée pas beaucoup de bénéfices, ou même ça vient réduire le bien-être, mais ça engendre des coûts écologiques. Donc là, je pense qu'on entre dans l'ère de la croissance non économique. Et c'est là où il va falloir arriver à calculer la richesse autrement qu'avec cette calculatrice géante, parce que la calculatrice du PIB n'a qu'un plus. Donc, dès que quelque chose se fait, tu ajoutes. Mais si les abeilles disparaissent, il n'y a pas de touche moins, en fait, pour marquer qu'il y a un problème. Donc, par exemple, Notre-Dame qui aurait brûlé, ou je vais prendre un autre exemple, parce que Notre-Dame, ça va être controversé. Un feu de forêt, en ce moment, il y en a beaucoup. Les feux de forêt augmentent le PIB. Pourquoi ? Parce que ça mobilise des pompiers et des ressources. Donc, les pompiers sont payés pour éteindre le feu. Leur revenu est comptabilisé dans le PIB comme une agitation économique. Alors qu'en fait, à la fin de l'année, quelle richesse est-ce qu'on a créée à travers l'agitation des pompiers dans la forêt ? Est-ce qu'on pourrait dire, les économistes nous diront, on a créé une richesse de services d'éteignage de feu. Mais la plupart des gens te diront, mais non, on a perdu une forêt en fait. On a perdu une forêt, il y a eu des dégâts matériels, j'imagine, mais on se retrouve appauvri. Donc, c'est pour ça que les gens qui défendent un petit peu la croissance comme du progrès, moi, je les invite à regarder un petit peu plus en détail et à s'échapper des mots valises de l'économie, de la doxa économique dominante. Voilà, d'arrêter de parler de pouvoir d'achat, de croissance d'emploi. Concrètement, ça veut dire quoi ? Super, en fait, super transition vers la question suivante, puisque finalement, est-ce que nos indicateurs, notre vocabulaire, eh ben, il n'est pas périmé, ou même pas, c'est même pas une histoire de périmé, mais est-ce qu'il n'est pas limité dans ce qu'il englobe? Et par voie de conséquence, quels pourraient être d'autres indicateurs? Est-ce qu'on pourrait mettre en place des indicateurs, par exemple, de bien-être? Il me semble que la Nouvelle-Zélande le fait, qui engloberait cette compta en triple capital économique, santé et écologique. Et peut-être éthique aussi, quelque part. Ouais. Ça, pour moi, c'est la première étape. En plus, c'est une étape assez facile. Déjà, il faut se souvenir, je l'ai déjà dit, le PIB va avoir bientôt 100 ans. Donc, est-ce qu'on utiliserait dans la vie de tous les jours, voilà, je te donne un téléphone qui a 100 ans, une voiture qui a 100 ans, tu me dis, bon, ça va bien se passer, tu me regardes, tu vas me dire, bon, quand même, on n'a pas fait mieux depuis. La question est si, on a fait beaucoup mieux depuis. La première alternative au PIB, c'est 1972, donc c'était le Measure of Economic Welfare, qui justement s'est dit, bon, bah tiens, on va garder le PIB, mais on va ajouter une touche moins pour enlever les dégradations écologiques et sociales. Alors depuis, il y a eu une floraison d'indicateurs, le produit intérieur doux au Québec en 1999, il y a le bonheur national brut au Bhoutan dans les années 90, le PIB vert en Chine en 2006, l'index des objectifs du développement durable en 2018. Dans ma thèse, quand je regardais, j'en ai répertorié une cinquantaine, il y en a vraiment beaucoup. Je t'interromps tout de suite, pardon. Est-ce que, du coup, les politiques publiques sont définies en fonction de ces indicateurs? Alors, je vais y venir. Pardon. Je vais y venir parce que
OK. Alors, dans certains cas, dans la plupart des cas, ces indicateurs, ils sont calculés par des organisations internationales ou par des universitaires, donc complètement déconnectés de la vie politique. Mais le bonheur national brut, par exemple, c'est l'indicateur national. Donc, c'est leur PIB national. Eux, ils utilisent ça à la place ou en complémentarité avec le PIB. Tu parlais de la Nouvelle-Zélande qui, en 2019, a créé ce qu'ils ont appelé, en français, on dirait des budgets bien-être. Eux, leur cadre, ils l'appellent le Living Standard Framework, donc le cadre de la qualité de vie, où il y a 65 indicateurs. 65 indicateurs économiques, sociaux et écologiques divisés en bien-être présent, aujourd'hui, et le bien-être futur. Donc ça, déjà, c'est un grand changement. La question, est-ce que le gouvernement de la Nouvelle-Zélande utilise cet indicateur à la place du PIB? On ne sait pas. La plupart des gens qui ont étudié ça, ils se sont rendus compte en fait que ces indicateurs, on les utilise un petit peu plus en périphérie du PIB. Et un bon exemple, c'est la loi SAS en France depuis 2015. Donc, je ne sais pas si tu étais au courant, mais en 2015, il y a une loi qui est passée qui dit qu'en fait, que tous les ans, le gouvernement doit calculer, évaluer ses performances passées, présentes et futures en fonction d'une batterie de 10 indicateurs économiques, sociaux, écologiques. Le taux d'emploi, j'avais une liste, l'espérance de vie, il y a le bonheur dedans, il y a les taux de recyclage, il y a les émissions carbone, il y a une mesure de la biodiversité, l'éducation, le capital productif, donc une espèce de mesure de la richesse, la dette publique, la dette privée. Alors là, on pourrait se dire, mais c'est génial. Et, très important, mentionné dans la loi, ce rapport doit être remis avant, je crois que c'est le premier mardi d'octobre, avant les discussions sur le budget. Donc là, on voit vraiment qu'on essaye de faire en sorte que ces informations, elles soient données pour permettre d'orienter les politiques publiques, et c'est le cas. Depuis 2015, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce rapport, il est tout le temps délivré en retard. Il arrive l'année d'après, en janvier, en février, après que les décisions ont été prises. Donc là, ce n'est pas très sérieux. Ça fait un petit peu une sorte de greenwashing macroéconomique où les gouvernements ont ces indicateurs, font les calculs, mais en fait, on ne prend pas en compte. Donc ça, c'est la vraie question, c'est pourquoi on a beaucoup d'indicateurs alternatifs. Aujourd'hui, on a de plus en plus de données qui nous permettent de calculer les indices de cycle de vie de chaque produit. On peut vraiment des indices de perte de biodiversité à travers les travaux du GIEC et de l'IPBES. Donc, on a tout ça qui est disponible, mais les gouvernements ne les utilisent pas. Les gouvernements, ils continuent d'utiliser le PIB. Moi, ça me fait penser à un truc. C'est que si on te met dans essayer de piloter un avion, tu vois, essayer de gouverner une économie avec l'indicateur du PIB seulement, ça serait comme essayer de piloter un avion avec un bouton. Donc aujourd'hui, l'approche un petit peu, c'est de dire il faudrait plein de boutons, des manettes, des volumes, des choses comme ça, une espèce, on dit en anglais un dashboard, un tableau de bord d'indicateurs économiques, sociaux et écologiques. Donc ça, c'est un changement qui n'est pas difficile à faire. Et c'est pour ça aussi que c'est un changement qui normalement devrait être facile, mais même ça, on n'a pas réussi à le faire parce que tu changes les indicateurs, ça ne change pas les actions concrètes. Donc, si tu es dans ton avion qui est en train de s'écraser et que tu dis, bon, ok, je me suis rendu compte que le bouton, machin, pour piloter l'avion, ça ne marche pas. Donc, je vais changer et avoir un tableau de bord. Mais ton avion, il est quand même en train de se crasher. Hein. Donc, tu vas te crasher, c'est génial, tu auras un tableau de bord pour te crasher. Aujourd'hui, on est un petit peu dans ce mode crash. On l'a vu pendant la crise sanitaire, mais dans beaucoup d'autres crises qui sont présentes et aussi à venir, on est en mode crash, donc il faut changer les indicateurs pour essayer d'orienter dans le futur le fonctionnement des gouvernements, mais aussi de traduire ces indicateurs à l'échelle locale pour les municipalités, à l'échelle microéconomique pour les entreprises et bien sûr aussi à l'échelle individuelle, avoir des scores carbone pour les consommateurs, tout ça. Ça, il faut faire ça. Mais aussi, avant de faire ça, il faut qu'on puisse transformer l'économie directement aujourd'hui, dans le peu d'années qui nous restent pour vraiment, si je ne prends qu'un seul problème, le changement climatique, réduire les émissions. Petite pause déshydratation. Mais du coup, je vais te poser la question parce que la transition vers la décroissance et ta définition est toute faite, mais tu dis qu'on a changé le tableau de bord, sauf que dans le crash, visiblement, là, nos pilotes, ils sont toujours les mêmes. Hein, et visiblement, c'est des pilotes avec des formations croissance et qu'ils ont un logiciel et qui ne sortent pas de la route. Bref,
dans un logiciel avec un pilote décroissance, comment ça marche? Et donc là, c'est une invitation à revenir sur ta définition de la décroissance et Ok. qu'est-ce qu'on met en place pour que ça fonctionne? Ok. C'est un peu Alors, dur hein, comme question, c'est large. non mais ok, je vais commencer par dire un truc. Déjà, quand on parle croissance et décroissance, on aurait tort de penser que la croissance, dont je l'ai définie, c'est de l'agitation économique. Donc, on pourrait penser que la décroissance, c'est le contraire. Mais c'est plus complexe que ça. La croissance, c'est un phénomène réel. Donc, comme je l'ai dit, on essaie de mesurer un petit peu la production, c'est quelque chose qui se passe dans l'économie. La décroissance, c'est un paradigme, un petit peu comme la soutenabilité ou le communisme ou l'éco-anarchisme ou je ne sais pas, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas seulement la description d'un phénomène réel, et on va y venir, mais c'est une idée un petit peu plus générale. Donc, c'est pour ça que là, il y a une grande différence entre décroissance et récession. Bon, bah, la récession, c'est le phénomène, on l'a bien vu, hein, on met le capitalisme en pause et il se passe tout un nombre de trucs indésirables, le chômage, l'augmentation de la pauvreté, des inégalités, c'est le jeu des chaises musicales qui s'arrête. Ce serait bien stupide si les gens qui ont créé le concept de la décroissance au début des années 2000 avaient passé 20 ans à théoriser une espèce de théorie de la récession. Alors, bien sûr, ce n'est pas le cas. La décroissance, et c'est pour ça que je l'appelle un paradigme, la description d'un système économique alternatif. Donc, ce n'est pas seulement on arrête de secouer la boule à neige, c'est on ouvre, on soulève la cloche et on réorganise la boule à neige complètement. Et au cœur de cette idée, et là, ça devrait résonner quand même quand on entend le mot décroissance, c'est la critique de la croissance. Pas seulement, encore une fois, la critique du phénomène, du genre on déteste l'agitation économique. Non, c'est la critique de son hégémonie, c'est-à-dire de dire qu'on devrait forcément organiser la gouvernance publique, la production au sein des entreprises, les actions de consommation, le commerce international, les politiques monétaires européennes, les politiques agricoles. La totalité des problématiques économiques ne devrait pas être centrée autour de cette contrainte d'avoir de la croissance. Donc, à travers ça, quand on parle des croissances, on se rend compte que c'est une critique du capitalisme, bien entendu, le capitalisme étant un système à accumulation, on va dire, continue, donc un système de croissance, mais aussi une critique du néolibéralisme, du productivisme, de la mondialisation en général. En fait, une critique de, moi j'aime bien appeler ça de l'économisme, c'est-à-dire de la primauté de l'économie sur le social et l'écologique. Donc là, on peut voir, ce n'est pas une question de démoniser l'économie et d'en sortir. C'est une question de remettre l'économie à sa place, comme des institutions très utiles qu'on utilise pour collectivement satisfaire nos besoins, mais des institutions qui doivent se retrouver encastrées dans une réalité sociale, dans une réalité écologique, et qui ne doivent pas leur marcher dessus. Encore une fois, c'est une règle de la soutenabilité. Donc, repenser l'économie de manière critique à travers le prisme de la croissance. Moi, c'est ça que j'essaye de faire dans mon travail, c'est de partir de la croissance, mais c'est quoi ce phénomène, comment est-ce qu'on le comprend, c'est quoi ses conséquences sociales et écologiques, essayer de comprendre la vie secrète un petit peu de la croissance, et à travers ce prisme, repenser notre économie pour cette grande tâche qui est de réencastrer l'économie dans l'écologie. Donc ça, c'est peut-être une première partie, mais je sais que ta question, elle est peut-être plus concrète et tu me demandes un petit peu le comment faire, quoi. Comment y arriver. Alors après, sur ma définition où tu m'as cité, il y a un petit peu 4 objectifs principaux quand on parle de décroissance. Le premier, et là encore, c'est dans le terme, c'est la réduction des pressions environnementales. Donc rien que pour le carbone, en France, aujourd'hui, en moyenne, l'empreinte carbone par habitant, c'est 12 tonnes. Pour rester sous les 1,5 degrés, on doit descendre à 2 tonnes. 12 tonnes, 2 tonnes. Les gens nous disent, pour faire ça, il faut de la croissance verte. Alors là, il y a quand même un petit problème. Là, très clairement, donc nous, quand on parle de décroissance, on parle premièrement de la réduction et de la production et de la consommation qui pourrait accélérer cette descente. Donc, au lieu d'attendre un avion à l'hydrogène, essayer de minimiser les vols nationaux, par exemple, comme ça a été fait en partie dans la loi climat et résilience, essayer de minimiser l'utilisation de l'automobile, la production de voitures, essayer de manger moins de viande et de produire moins de viande. Donc, le plus possible, essayer de réduire la production et la consommation pour qu'en fait, ce qui reste
donc le mieux produire, le mieux consommer, soit plus facile à faire. Parce que bien sûr, si tu as réussi à voler à moitié moins, ça va être plus facile de travailler sur l'efficience des avions qui restent. Donc, premier objectif, on peut dire, c'est le pilier écologique de la décroissance. Pour faire ça, il n'y a pas de miracle, hein. Il faut faire un inventaire national, un petit peu des activités, identifier les productions les plus polluantes, faire des budgets écologiques, de la même manière qu'on a un budget carbone. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des budgets biodiversité, des budgets utilisation des sols, pour se rendre compte, dans un esprit d'économie écologique, voilà, ça c'est notre richesse écologique, c'est le patrimoine écologique. On est prêt à en sacrifier peut-être un petit peu pour s'agiter économiquement, mais pas tout. Et voilà, des budgets sociaux, mais là, on reste un petit peu sur l'écologie. On fait les inventaires et on se rend compte que en France, les trois secteurs voilà, les plus intenses, au moins en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'élevage, enfin pas dans ce sens-là, dans le sens c'est le transport avec l'automobile. Il y a ensuite il y a l'élevage, la construction, je ne donne pas dans le bon ordre, mais on peut facilement identifier certaines activités qu'on sait qu'elles rendent les activités économiques difficiles à découpler de la pression environnementale. Donc là, ensuite, il y a une délibération démocratique sur savoir quelles activités est-ce qu'on peut réduire. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment déterminer par avance parce que fondamentalement, la différence entre un besoin et une envie, ça ne peut se définir qu'à travers la discussion. Et une fois qu'on a décidé, OK, peut-être les SUV, ce n'était pas une super bonne idée. Les SUV en croissance de folie, hein, plus de la moitié des voitures vendues en France aujourd'hui sont des SUV, alors qu'il y a une décennie, ça n'existait pas. Parce que je pense que de manière concrète, j'ai du mal à imaginer la première personne qui se baladait dans les rues de Paris et qui s'est dit « j'ai vraiment besoin d'un SUV là, ce serait trop bien. Si j'avais un 4x4 comme en montagne, mais dans les rues de Paris, mais ce ne serait pas exceptionnel. » Non, les SUV ont été créés par la publicité, le consumérisme, lui-même engendré par des entreprises automobiles qui voulaient booster les ventes pour maximiser leurs profits. Donc là, on a un joli lien entre productivisme et consumérisme. Et peut-être qu'on délibère démocratiquement, comme ça s'est fait pendant la Convention citoyenne pour le climat, et on se dit, l'automobile, ça reste important, et ça reste un problème, mais sur les décennies à venir, ça va être très difficile de faire sans, mais ce qu'on peut faire sans, c'est les SUV, parce que, ça, on peut faire sans. Ensuite, qu'on a délibéré, après avoir fait l'inventaire, on passe à l'action. C'est-à-dire qu'on se dit, quels instruments on peut adapter. Et on regarde, il y a certaines activités qui sont utiles socialement, mais qui sont à haute intensité. Donc là, il faut les améliorer, les rendre plus efficientes, les réduire. Il y a des activités qui sont nuisibles et à haute intensité, par exemple la publicité pour la SUV. Donc ça, c'est quelque chose, il faut juste y renoncer. Le concept de renoncement est vachement important. Le comment faire de la décroissance, c'est renoncer à certaines activités qui n'augmentent plus le bien-être et qui accaparent des ressources écologiques. C'était une demande de la Convention d'interdire la publicité sur les SUV. Ça me paraît du bon sens, malheureusement, ça a été rejeté. Donc ça, c'est sur l'aspect écologique. Là, après, il y a 3 autres objectifs. Tu vas me couper et peut-être qu'on rebondira un petit peu, parce que la décroissance, ce n'est pas seulement réduire les pressions environnementales. Les 3 autres objectifs sont liés à réduire les inégalités, améliorer le bien-être et décentraliser le pouvoir. Parce qu'on se rend compte que si les émissions sont concentrées, comme je l'ai montré, tout le monde n'a pas un SUV. Donc, si on veut réduire les SUV, il faut se concentrer sur les populations qui sont amenées à acheter des SUV. Pareil sur les avions. On l'oublie souvent, mais il n'y a que 10% de la planète qui est déjà montée dans un avion. Et sur ces 10%, il y a 1% des gens qui volent qui représentent 50% des émissions. Donc, quand on parle des émissions de l'aviation, ce n'est pas tous les gens du monde qui prennent l'avion. Non, c'est une minorité de personnes qui prennent très souvent l'avion. Donc là encore, quand on parle d'instruments, par exemple, moi, un instrument que j'aime bien, c'est une taxe progressive sur les billets d'avion. Tu prends l'avion une fois, comme les gens le font normalement, tu le payes au prix normal, mais au-delà d'un billet par an, tu as une taxe sur l'avion, 3e billet, ça double, 4e billet, ça triple, des choses comme ça, pour ralentir un petit peu la haute consommation des avions de manière juste, c'est-à-dire sans augmenter le prix et l'accès à l'avion pour les gens qui ne prennent pas beaucoup l'avion et qui sont des gens qui n'ont pas un revenu exubérant.
Oui, mais ça Donc, veut dire, Timothée, que ce sont les plus riches qui peuvent le prendre le plus souvent. alors, c'est pour ça que là, il y a un grand débat sur est-ce qu'on met juste des taxes et ça suffit. Et là, c'est vrai que les taxes, ça va décourager une partie. Donc, on va dire la partie riche, mais pas très, très riche. Et la partie des super, super, hyper riches s'en foutent, vont pouvoir payer. Donc, on peut se dire, bon, c'est pas grave parce que ces gens-là, ça représente très peu. Si on arrive à décourager une grosse partie et que ça fait quand même baisser les émissions, ça vaut le coup. Mais après, il y en a qui disent, on peut aussi avoir des quotas. Moi, il y a un projet en France que j'aime beaucoup, c'est celui de la carte carbone. Au lieu de se dire d'avoir une taxe carbone nationale, donc régressive, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les bas revenus ont ce qu'on appelle en économie une propensité à consommer plus haute que les hauts revenus. Les hauts revenus, bien sûr, n'arrivent pas à dépenser tout leur argent, donc ils en épargnent une grosse partie, alors que quand tu es au SMIC, eh ben, tu vas tout dépenser. Donc, si tu mets une taxe carbone comme ça l'avait été au départ des Gilets jaunes, c'est régressif dans le sens où les pauvres vont payer proportionnellement à leurs revenus plus que les riches. Problème. Donc la taxe carbone, là, on est un petit peu coincé. Donc bien sûr, il peut y avoir des mécanismes de redistribution. Mais une autre façon, ça serait de se dire, si on a un carbone budget à l'échelle nationale, c'est le cas, on peut le diviser en un certain nombre de tonnes, comme un budget carbone personnel qu'on aurait sur une petite carte. Et à chaque fois que tu achètes quelque chose, en fonction du score carbone de cet achat, eh ben, tu es débité, directement ou indirectement, de ton budget carbone. Et après, tu peux créer un marché secondaire du carbone, bien sûr, avec des prix encadrés qui permettraient aux gens qui sous-consomment parce qu'ils n'ont pas de voiture, des choses comme ça, donc qui se retrouvent en richesse écologique, d'échanger ça pour des gens qui consomment un petit peu plus. Donc, il y aurait quand même un mécanisme de marché qui permette une réallocation des budgets carbone. Donc, ça, c'est une autre façon de faire en sorte d'avoir ce qu'on appelle des caps, en anglais, des limites absolues. Donc, si tu as ton budget carbone qui est séparé en un certain nombre de tonnes dans l'année, tu es certain que pas une seule tonne en plus va être émise. Alors que si tu une taxes sur les activités, tu ne peux pas faire en sorte que peut-être les gens ils vont réussir à trouver de l'argent pour pouvoir quand même le faire et ça va augmenter les tonnes. Et ça, c'est un problème pour le climat. Il y a un autre, dans l'idée qu'on a de la décroissance, c'est aussi que il y a moins de travail et pas de travail, pas de richesse, perte de confort pour les gens, quoi. Enfin, si je synthétise, c'est la 5G ou les Amish, quoi, la décroissance. Mais vraiment, c'est pour faire du cliché. Mais je crois qu'il y a un président qui a dit ça il n'y a pas si longtemps. Déjà, ça dépend de quel confort on parle. Ça, c'est la grande question. Aujourd'hui, les sociologues et les psychologues nous disent que le matérialisme à outrance n'augmente pas forcément le bien-être. Il crée une anxiété qu'on appelle positionnelle, parce qu'on essaye juste, j'achète un SUV, pas parce que j'ai vraiment besoin d'avoir un 4x4 à Paris, mais parce que voilà, les personnes que j'admire dans mon cercle social ont des SUV et que je n'ai pas envie d'être le loser qui a toujours une voiture normale. Donc, je m'achète mon SUV. Une fois que j'ai acheté mon SUV, je me retrouve, j'atteins un certain confort, mais qui n'est malheureusement que temporaire parce que voilà, mon voisin, dès qu'un nouveau SUV sort qui est plus gros, va l'acheter. Et là, ça relance un petit peu cette compétition positionnelle où je me dis, là, ça me crée du mal-être. Je fais mon SUV, maintenant, quand même, il a l'air un peu minable par rapport à ce nouveau. Donc, il va falloir que j'en achète un autre. Donc là, on voit que, en fait, le confort, aujourd'hui, dans des sociétés développées comme la France, et là, je ne parle pas d'une pauvreté absolue de ne pas avoir accès à un logement, à de la nourriture, à des transports, ça, bien sûr, c'est quelque chose, et on pourra en reparler, et pour moi qui est complètement compatible. On peut réduire les pressions environnementales et éradiquer la pauvreté en France très facilement. Mais là, sur le confort, on va dire, du consommateur moyen qui est à 12 tonnes en France, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Quand tu regardes, attends, j'avais marqué un petit chiffre là que j'aimais bien. Ah oui, voilà. J'avais trouvé ça sur les habitudes de consommation qui comparait un petit peu l'empreinte carbone de ceux qui consommaient le plus, voilà, donc à 15-16 tonnes, des gens qui boivent de l'eau minérale, qui se déplacent qu'en voiture, qui prennent souvent l'avion, qui mangent de la viande, des choses comme ça. Ils comparaient ça avec ceux qui avaient, on va dire, les pratiques de sobriété qu'on voit aujourd'hui en France, qui sont de plus en
grandissante, ces gens-là qui sont plus autour de 4 tonnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont végétariens, qu'ils ne prennent pas l'avion, qui prennent les transports publics au lieu de prendre la voiture, qui boivent de l'eau du robinet. C'est des petits changements. Et là, on se dit, est-ce que c'est un sacrifice essentiellement? Voilà. Il y a certains changements, je pense que la plupart des gens déjà le font déjà, mais même pour les gens qui font partie de cette classe des émetteurs de hauts consommateurs d'intensité écologique, ça passer par exemple d'un trajet de train Paris-Bordeaux, de passer de l'avion à Paris-Bordeaux au train Paris-Bordeaux, qui souvent, on l'a vu, est à temps équivalent, ça ne m'a pas l'air d'être un sacrifice de confort insupportable. Donc là, il y a, à travers ces phénomènes de sobriété heureuse, simplicité volontaire, ces concepts qu'on entend de plus en plus parler, de minimalisme, ces gens qui, bon, de ce qu'on en sait, des études psychologiques et sociologiques, qu'on peut être très heureux, d'ailleurs même plus heureux, si on arrive à s'échapper, et ça c'est important, de la dépendance aux biens matériels. Je te donne un exemple tout simple. Moi, pendant que j'étais en train d'écrire ma thèse, j'avais un ordinateur voilà, où j'écrivais ma thèse. L'ordinateur plante au milieu, panique la plus totale. Et là, tu te rends compte que tu es pris dans l'engrenage un petit peu de pour réparer cet ordinateur, on ne peut pas, il faut aller chez le fabricant. Et puis voilà, il dit que c'est trop cher, on ne peut pas le réparer facilement, il faut en racheter un, des choses comme ça. On se rend compte, est-ce que ça n'aurait pas été plus confortable dans un monde où je serais allé à mon atelier de réparation au bout de la rue, dans mon quartier, où quelqu'un m'aurait expliqué « Oh, bah tiens, tu as juste grillé ton disque dur. Regarde, on va l'ouvrir, on va le remplacer, et hop, c'est parti. » Voilà. Donc ça, les repères cafés, ça commence à exister. Les gens trouveraient ça plus confortable. Donc, quand on parle agitation économique, par exemple, agitation économique, quand on produit de plus en plus d'ordinateurs, il ne faut pas oublier qu'une partie de cette agitation, elle est due à l'obsolescence programmée, le fait que ton ordinateur va casser tous les 2 ans. Qui aime que ces choses cassent du point de vue de la consommation? De quoi? Ceux qui les vendent? C'est ça, du point de vue de la consommation, personne. Du point de vue de la consommation, les entreprises adorent. C'est pour ça qu'un autre changement fondamental, là on parle beaucoup de la consommation, mais c'est dans la définition de la décroissance, et tu l'as bien dit, production et consommation. Donc à la fois avoir ces pulsions consuméristes, mais aussi changer la façon dont on va produire les choses. Moi, j'imagine une société, une économie où toutes les entreprises seraient organisées comme des coopératives à lucrativité limitée, c'est-à-dire des entreprises qui ont un but supérieur à celui de faire de l'argent. Donc, quand il y a des pratiques comme l'obsolescence programmée qui n'ont vraiment qu'un seul bénéfice, c'est juste de rapporter de l'argent, et ces pratiques, elles disparaîtraient si on avait des systèmes de production où la valeur sociale et écologique serait prise en compte. Donc, c'est ça aussi un petit peu la décroissance. Ça, c'est, on va dire, les ramifications de l'idée de la décroissance quand on pense les implications que ça aurait sur notre système économique. Tu dis que c'est un changement de paradigme. Aujourd'hui, force est de constater que ce changement de paradigme, on a une occasion à peu près tous les 5 ans au niveau politique de l'opérer. Et dans l'offre politique là, qu'il y a en ce moment, et dont une qui commence à émerger, notamment à gauche, on n'entend quasiment jamais parler de décroissance. Il y a Delphine Batho, avec qui tu débattais il y a quelques semaines sur Reporter, qui en parle, qui n'a pas. C'est plutôt courageux de sa part, parce que c'est quand même le gros mot même des personnes comme Jean-Luc Mélenchon, qui ont des programmes un peu plus radicaux dans l'offre politique, n'en parlent pas. Comment on fait pour que ça imprègne? Et par extension, on n'en parle pas non plus dans les médias. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour faire de la pédagogie? Parce que quand tu nous expliques, en vrai, on se dit oui, finalement, ça fait pas si peur la décroissance. Ce modèle, il est juste plein de bon sens, pour utiliser un terme que tout le monde utilise et parfois galvaude. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire de la pédagogie auprès, je ne sais pas, des politiques, des gens, des médias? Par où on commence? Il y a un truc qui a changé ma vie, c'est quand j'ai lu la Convention citoyenne pour le climat. Je sais que j'en parle beaucoup, mais je trouve que c'est une expérience qui change tout. Ce que nous montre la Convention citoyenne pour le climat, c'est que quand on donne les gens le temps et les informations, les accès aux experts, tout ce qu'il faut pour pouvoir penser ces choses-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils retombent sur ce que tu as décrit comme du bon sens, c'est-à-dire des modes de pensée
qui résonnent avec notre expérience personnelle. C'est-à-dire qu'on a tous grandi en regardant des films Disney. Donc, avant d'être des rats, voilà, les animaux, c'était des ratatouilles, des Bambi, des Nemo. Donc, on est tous nés avec cette sympathie écologique. On a aussi tous grandi, voilà, avec des parents qui nous aimaient, des choses comme ça, avec une expérience un petit peu du partage. Donc, moi, ce que je me rends compte, en fait, c'est quand on donne aux gens les moyens d'avoir cette discussion. Et encore une fois, c'est très important de stresser qu'il faut du temps pour que ces idées se déplient. Et ils retombent sur ce constat qui est le mien aussi à travers mes recherches, qui est l'anormalité de la croissance et du capitalisme en général, mais principalement de l'obsession pour la croissance. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de créer un espace, des forums démocratiques, comme la Convention, mais faire en sorte que ce soit des rendez-vous permanents. Il faut faire en sorte que les gens aient accès à ces théories et ces concepts. C'est très difficile parce que quand tu regardes les infos ou la télé, ou tu lis les médias, tu as 9 économistes sur 10 qui sont invités, qui sont des économistes néoclassiques. Alors, en sciences économiques, il faut le savoir, on a au moins 7 écoles de pensée différentes. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup l'économie écologique et l'économie féministe. L'économie néoclassique en est une, l'économie marxienne en est une autre. Mais si 9 économistes sur 10 qu'on voit à la télé nous dit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il faut taxer le carbone, il faut taxer le carbone, il faut taxer le carbone, il faut taxer le carbone, et les gens, quand ils vont discuter le changement climatique, ils vont se dire, faut taxer le carbone. Alors que si on invitait au moins 7 économistes à chaque fois pour expliquer, bon, on peut taxer le carbone, ça reste une option, il faut l'avoir dans la boîte à outils, mais on peut avoir une carte carbone avec des quotas, on peut avoir des marchés régulés du carbone, on peut avoir des stratégies de sobriété, et on peut avoir plein d'autres trucs. Donc, il faut donner aux gens des boîtes à outils, et quand je dis aux gens, c'est aux consommateurs, aux citoyens, dans les entreprises, si on part du fait qu'elles soient organisées démocratiquement comme des coopératives, elles vont aussi devoir prendre des décisions de production. Quoi produire? Comment le produire? Dans quel volume? Là aussi, j'aimerais bien qu'on puisse à chaque fois avoir des mini-conventions citoyennes à l'intérieur des entreprises, où les entreprises et les travailleurs qui la composent démocratiquement puissent décider, inviter des experts, et faire, bon voilà, on aimerait bien utiliser ce nouveau produit-là pour produire, mais on se demande, là on a vu que ça avait des impacts sur la biodiversité, c'est quoi les chiffres, machin, on invite différents partis, on récolte des informations, on délibère et on choisit. C'est ça, c'est pour ça que moi le 4e objectif de la décroissance, et il faut vraiment le stresser, c'est la démocratie. Parce que l'écologie, la justice sociale et la bien-être, tout ça, ça dépend des forums démocratiques. Donc, il faut s'auto-organiser une pédagogie critique à travers toutes ces choses. Sur le changement climatique, c'est ce qu'a très bien fait la fresque sur le climat. Moi, mon petit combat personnel, bien sûr, c'est de réformer la façon dont on enseigne les sciences économiques aujourd'hui, principalement néoclassiques. Donc, moi, mes étudiants, j'essaie de leur donner non seulement un enseignement en économie néoclassique, mais aussi des clés d'entrée pour comprendre les autres écoles de pensée, pour faire en sorte qu'en fait, ils aient la boîte à outils la plus large possible. Aujourd'hui, les économistes, on leur donne un marteau, c'est tout, et on les envoie. Voilà, on sait très bien qu'un mécanicien qui n'a qu'un marteau sera un piètre mécanicien. Donc aujourd'hui, il faut des marteaux, des tournevis, des pinceaux et plein d'autres choses. Donc il faut qu'on s'équipe. Et pour s'équiper, il faut qu'on se mobilise. Et là, c'est là que je vais faire un argument qui est très matériel. Se mobiliser, ça demande du temps. D'où l'une des premières revendications de la décroissance, la réduction du temps de travail. Alors attention, là, je les vois arriver, les économistes mainstream, là, me lancer du chômage. On peut discuter de chômage après, on va en discuter. Mais là, la réduction du temps de travail, c'est déjà faisons la différence. Ce n'est pas la réduction du temps de travail anthropologique, dans le sens où on va rester à végéter dans un canapé. Non, c'est une décision de réallouer certaines de nos heures, de dire, bon voilà, au lieu de passer 40 heures par semaine à être dans un emploi salarié, la plupart du temps dans une entreprise, où ce n'est pas quand même le meilleur moment de ta journée, de dire je vais travailler que 30 heures et cette dizaine d'heures que j'ai réussi à libérer, je vais les passer à m'organiser une monnaie locale, à m'organiser un jardin communal, à participer à des conventions citoyennes. Si on veut reconstruire une nouvelle économie, il faut qu'on se mobilise. Pour se mobiliser, il faut libérer du temps.
Donc ça, c'est le premier aspect. Après, je ne sais pas si tu veux parler de chômage, d'emploi. C'est vrai qu'on est passé tout à l'heure un petit peu vite sur les promesses, moi ce que j'appelle les fausses promesses de la croissance, la pauvreté, l'inégalité, l'emploi et le bien-être. Donc on peut revenir là-dessus si ça te tente. Tu viens de le faire en précisant sans le dire que travail n'est pas égal à emploi, déjà. Et ça, c'est très important. Après, je veux bien en parler. J'ai encore 3 questions, dont 2 que je peux grouper pour essayer de les survoler, mais elles sont un peu dures parce que c'est croissance démographique et la propension de l'homme à penser qu'il y a toujours de la... comment dire, son but inné, c'est de toujours croître et d'être en expansion. Je ne sais pas comment on peut aller vite là-dessus. Puis la dernière qu'on aime beaucoup poser, qui est comment est-ce que tu vois ton monde idéal en 2040? Donc, est-ce que tu as encore 10 minutes, un quart d'heure devant toi? C'est toi qui me dis. Oui, bah oui, sans problème. Bon, alors je veux bien qu'on reprenne cette histoire parce que souvent on nous dit ah oui, non, mais la transition écologique et solidaire, c'est formidable, mais les emplois. Les emplois. Okay. Alors, les emplois, Timothée, enfin. Moi, j'appelle ça les emplois. OK. Bon, on commence avec les emplois. Déjà, constat. Chômage de masse. Chômage de masse, qui n'est pas nouveau. Donc, j'aurais tendance à dire, si la croissance avait réussi à faire baisser l'emploi, bon, ça se serait. On ne serait pas dans cette situation. Donc là, déjà, il faut partir du constat que tout ce qu'on a essayé jusqu'à aujourd'hui pour réduire le chômage n'a pas forcément marché. Donc les gens qui disent qu'il faut qu'on continue à faire la même chose, moi déjà, bon, je serais un petit peu sceptique. Je me dis, bon, vous avez tapé au marteau sur le marché du travail pendant 10 ans, ça n'a pas fait grand-chose. Peut-être devrions-nous essayer le tournevis. Juste, ça, c'est le premier point. Deuxième point, non seulement chômage de masse, mais stagnation séculaire. Alors, en macroéconomie, l'hypothèse de la stagnation séculaire, c'est que les taux de croissance sur le long terme dans une économie développée ralentissent. Au début, il y a des booms assez faciles à faire. Quand quelque chose se développe rapidement, on construit des villes, voilà, on s'étend, on s'industrialise. Mais bon, au bout d'un certain moment, on a déjà utilisé les meilleures opportunités d'innovation et de tout ça. La population commence un petit peu à décroître ou à se stabiliser. Donc, l'éducation aussi commence à se stabiliser. Donc, les taux de croissance ralentissent. Aujourd'hui, en France, il n'y a presque pas de croissance depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, de dire il faut taper au marteau sur le marché du travail en espérant que ça va créer de la croissance, qui viendra créer de l'emploi, c'est comme se dire que tu es en voiture dans le désert, tu vas être en panne d'essence, tu sors, tu prends un marteau et tu tapes sur ton réservoir. Bon, ça c'est la réponse néoclassique, peut-être qui ne marche pas très bien. Après, la question, donc, on pourrait débattre des chiffres. Il y a des grandes controverses en économie sur le lien entre croissance du PIB et taux de chômage. Il y en a qui disent qu'il y a une relation qui est très forte, 1 point de croissance en plus, 1 point de pourcent d'emploi en plus. Il y en a qui disent qu'en fait, cette relation, elle est vachement élastique, ça dépend. Donc, par exemple, au Japon, qui est un pays qui depuis 20 ans est dans la stagnation séculaire, bon, bah, il n'y a pas beaucoup de relation entre le taux de PIB et l'emploi, parce qu'à cause de certaines institutions, par exemple, bah, culturellement, les entreprises japonaises ne virent pas leurs employés. Quand il y a une espèce de baisse de l'activité, elles font une espèce de généralisation de réduction de temps de travail. Voilà, si les ventes diminuent de moitié, ben voilà, on vous passe, vous travaillez moitié moins, mais vous restez quand même dans l'entreprise. C'est différent culturellement et institutionnellement aux États-Unis, où c'est beaucoup plus facile de se séparer des travailleurs. Donc, une entreprise, si elle a une baisse de moitié de ses ventes, elle licencie la moitié de ses employés et ensuite, quand ça repart, elle les réengage. Donc là, on se rend compte, si on fait un petit peu de l'économie institutionnelle, que ce n'est pas des liens, des lois naturelles entre « oh, la croissance augmente, l'engouement augmente ». Ça dépend de comment l'économie s'agite. Là, je reviens sur mon premier point. Il faut regarder un petit peu la nature, la qualité de cette croissance. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de quantité d'emplois. C'est quoi ce but? Que la croissance nous crée une quantité d'emplois? Non, on a besoin d'un emploi de qualité pour 2 raisons. C'est-à-dire que l'emploi, c'est une grande partie de la socialisation dans nos sociétés modernes. Donc, on s'identifie beaucoup à ce qu'on fait au travail. Et moi, je pense à ces rapports sociologiques que je lis là tous les quelques années, où tu vois que la plupart des travailleurs et des employés sont quand même dissatisfaits au travail, n'ont aucune connexion avec de ce qu'ils font au boulot. C'est ce que l'anthropologue anglais David Graeber appelait des bullshit jobs, hein, des jobs à la con.
où les gens se rencontrent à faire des trucs où soit ils sont en désaccord, soit ils pensent que c'est inutile. Donc ça, en termes de qualité de l'emploi, c'est encore une force qui réduit la richesse sociale, je pense. C'est un vecteur de mal-être. Ensuite, la qualité de l'emploi, c'est aussi ce qu'on vient produire. On parle souvent d'emploi vert aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de créer une quantité d'emplois dans les industries extractives. Non, il faut arriver à juxtaposer les deux objectifs pour créer une agitation économique qui ait du sens socialement pour les gens qui y participent et qui soit soutenable écologiquement pour les conséquences que ça a sur toute la société. Les gens qui travaillent sur ce concept d'emploi vert nous disent qu'il y a beaucoup à faire. Déjà, il y a toutes les réparations que des décennies de croissance Fast and Furious ont créées. Il y a une initiative que je vous invite à aller regarder, c'est la garantie pour l'emploi vert, qui découle d'une autre initiative qui s'appelle les territoires zéro chômeur de longue durée. C'est l'une des initiatives les plus intéressantes qu'on a en France en ce moment. Et pour moi, ayant regardé ce qu'ils ont fait, qui a réussi vraiment à montrer qu'on peut largement créer du travail qui a du sens et qui crée de la valeur sociale et écologique, même si ça ne crée pas de la valeur financière. Mais en même temps, ce n'est pas grave, parce que d'un point de vue comptabilité triple capital, ce n'est pas un problème. Donc aujourd'hui, si on redéfinit le travail en dehors du carcan de l'emploi capitaliste, c'est-à-dire l'emploi où tu es juste employé pour pouvoir créer une survalue monétaire, qui est quand même une définition du travail très, très, très étriquée, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail à faire. Tu as parlé de la typologie de travail, du temps de travail. On n'a pas encore abordé les modes de rétribution. Et je dis rétribution à dessein, je ne parle pas forcément de salaire. Et enfin, sur ces emplois un peu verts, j'ai un exemple qui est celui du frère d'une collègue qui est réparateur de vélo après avoir bien gagné sa vie dans l'industrie. Heureusement d'ailleurs, puisqu'il a des économies aujourd'hui qui lui permettent de subsister en cette période où ça a plutôt bien marché, l'activité réparation de vélo au début. Et là, il sent que ça patine, quoi. Ouais. Donc, est-ce que, tu vois, c'est quand même la réparation, on a l'impression spontanément que c'est quelque chose qui va être un secteur en développement, et puis on se rend compte qu'il y a un pic qui peut être atteint. Enfin, est-ce que c'est le changement de paradigme qui n'a pas été opéré complètement qui fait que tout le monde y souscrit et que ça lui assure un revenu régulier? Qu'est-ce que tu en penses C'est un exemple parmi... Ouais. Aujourd'hui, dans le marché du travail tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ta rémunération, elle est indexée, au moins si tu as un emploi privé, sur, grosso modo, la quantité de valeur monétaire que tu arrives à créer. Si on ne mesure que la valeur monétaire, on ne mesure pas la valeur sociale écologique, si tu es réparateur de vélo et que tu arrives à économiser beaucoup de carbone et à créer beaucoup de liens conviviaux, tu ne vas pas être rétribué pour ça. Ta rémunération va être très faible parce que la valeur économique que tu crées est très faible. Dans les yeux d'un capitaliste qui verrait que, bien sûr, si tu produis un nouveau vélo, ça crée beaucoup plus d'agitation économique. Ce qu'il faut faire, c'est que se rendre compte qu'on ne va pas changer le paradigme, bien sûr, d'un jour à l'autre. Donc, on a besoin de politiques d'accompagnement et ça va être le rôle de l'État aujourd'hui. Pareil pendant la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé avec le chômage partiel? L'État a accompagné des personnes qui se retrouvaient dans l'incapacité de travailler. Aujourd'hui, l'État se doit d'accompagner des personnes qui vont être les premiers à occuper ces emplois de transition sociale et écologique. Donc, des personnes qui vont créer énormément de richesses sociales et écologiques, mais vont se retrouver dans une impasse parce que ça ne va pas leur suffire pour avoir un salaire suffisant pour payer leur loyer, la nourriture, toutes ces choses qui restent marchandisées et qui répondent à la logique du capitalisme et du pouvoir d'achat. Donc là, on a une grande division où l'État, une division vers le pouvoir d'achat au pouvoir de vivre, où l'État, dans toutes ses dominations, pas seulement l'État national, mais les municipalités, les pouvoirs publics en général, vont devoir accompagner ces travailleurs. Ça peut prendre la forme d'un revenu de transition. Par exemple, dans les territoires zéro chômeur de longue durée, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une sorte de convention municipale avec plein d'acteurs pour faire l'inventaire des besoins non satisfaits dans la communauté. Ensuite, ils invitent tous les demandeurs d'emploi et ils leur disent, bon ben voilà, c'est quoi vos compétences? Vous avez envie de faire quoi dans la vie? Donc là, par exemple, si tu prends n'importe quelle communauté, je suis sûr qu'il y aura un besoin insatisfait de réparation des produits. Ça, c'est certain. Avec la quantité d'obsolescence programmée qu'on a, on a tous des trucs pétés qu'on ne peut pas réparer. Je suis sûr aussi qu'il y a plein de gens qui aiment le bricolage, parce que c'est un métier qui a du sens.
et que même les ingénieurs, ils préféraient faire du bricolage que de designer des produits pour se casser, qui doit quand même être assez honteux pour un ingénieur. Donc là, si on retrouve, ah bah tiens, Michel, Jacqueline, vous voulez faire de la réparation? C'est trop bien parce que aussi, on se rend compte qu'on a besoin de réparer les vélos. Boum, on peut créer cet emploi. Et on peut décider que ces personnes soient rémunérées avec un emploi de transition en attendant vraiment d'avoir réussi à indexer les rémunérations sur la création de valeur avec l'approche de la comptabilité triple capital. Il y a plein de façons de le faire. Là, je parlais du revenu pour la transition. Voilà, Bernard Friot parlait du salaire à vie que Frédéric Lordon a adapté en garantie économique générale. On peut le faire soit en donnant de l'argent directement, donc ça peut être une partie. On peut le faire aussi à travers un accès aux biens et services de nécessité de tous les jours. Ça, c'est la proposition de Universal Basic Services en Angleterre, de dire que, voilà, si les loyers sont, on va dire, plafonnés, si les transports publics sont gratuits, si le prix de ci, le prix de ça, si on a accès à la terre pour faire du jardinage sans forcément devoir payer un loyer, si on a un accès au crédit sans forcément se retrouver à payer des frais bancaires interminables, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir un pouvoir d'achat. Donc, on peut peut-être réduire notre pouvoir d'achat. Et donc, l'action publique pour plafonner les loyers, comme c'est fait dans certaines villes, l'action publique pour limiter les frais bancaires, l'action publique pour garantir au niveau de la municipalité la gratuité des transports en commun, ça permet, comme tu vois, de découpler le bien-être du pouvoir d'achat, ce qui permet donc à ces personnes de réduire leur temps en emploi, au moins dans un emploi dans lequel ils ne veulent pas être, pour pouvoir se dédier à des activités qui ont plus de sens pour eux. Et enfin, allez parler à vos voisins et vos amis et votre famille. Demandez-leur, est-ce que vous êtes content de faire ce que vous faites au travail? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez millionnaire? Et bien là, il faut réorganiser l'économie un petit peu en se rendant compte que comment est-ce qu'on organiserait, comment est-ce qu'on travaillerait, comment est-ce qu'on produirait si on utilisait un petit peu notre sensibilité écologique et sociale, nos notions du partage, de l'égalité, de la sollicitude, toutes ces choses-là, je pense qu'on retomberait, personne n'aurait l'idée de se dire, moi, j'ai envie de faire de l'obsolescence programmée. Moi, je veux aller faire. Moi, tu sais quoi, ce que j'ai envie de faire? Je veux designer des pubs sur Internet. Tout à l'heure, j'étais en train de faire un petit entraînement et je regardais une vidéo sur Internet pour t'expliquer comment faire un entraînement. Et au milieu, la pub arrive pour les nachos. Je me dis, c'est quand même assez paradoxal. Donc, à un moment donné, il y a un mec quand même, quelqu'un qui a dû se dire qu'il était payé pour designer une pub sur les nachos, quelqu'un d'autre pour l'indexer au milieu des pubs de sport sur Internet. Et je suis sûr que ces gens-là, à un moment donné dans le process, ils se sont dit, bon, je sais que je suis bien payé pour le faire, mais franchement, ça ne m'enchante pas. Donc ça, c'est sur l'emploi. Bon, on a couvert l'emploi. C'est pour ça que moi, ça m'amène à ce grand résultat qui est défendre. Il faut de la croissance pour l'emploi. Ce n'est pas seulement faux empiriquement, c'est compliqué, mais le défendre comme ça, c'est faux. Mais c'est aussi un appauvrissement complet de la question, où ça ramène à agitation économique, quantité d'emploi, qu'est-ce qu'on fait, alors que c'est des questions des deux côtés de qualité. Eh ben alors, je me fais l'avocat du diable et j'insère une question que je n'avais pas du tout prévue, en rebond à celle que j'avais prévue, qui est que l'homme, finalement, je t'oppose que l'homme, est-ce qu'il n'a pas une propension naturelle à croître, à toujours aller plus loin, au-delà des horizons? On a conquis l'Amérique, les Indes, etc. Et là, est-ce que finalement, bon, la Terre, les limites sont, les ressources sont finies, ok, mais est-ce qu'on n'est pas à une dizaine, une vingtaine d'années de terraformer Mars, tu vois? Et que finalement, le seul problème, c'est juste un problème technique peut-être pour l'instant, et qu'on n'est pas allé encore assez loin dans le progrès. Alors, en bon historien quand même, déjà je me dis, si la croissance était la conséquence de la nature humaine, pourquoi est-ce qu'on n'a qu'inventé le PIB en 1930? Pourquoi est-ce que l'objectif de croissance n'est apparu en politique nationale que dans les années 50? Et pourquoi est-ce que même la croissance économique en tant que phénomène réel n'a commencé qu'au début du XVIIIe siècle? Qu'est-ce qui se passait avant? Avant, en fait, on était juste des légumes. Il n'y avait pas de progrès, même pendant les Lumières, tout ça. Non, il n'y avait pas d'innovation. Non, là, on voit bien que je pense qu'aujourd'hui,
une partie de nos capacités d'innovation, de cet élan qui est, je pense, associé à la nature humaine. Bon, voilà, on pourra philosopher là-dessus, mais c'est assez facile de prendre l'hypothèse que les gens aiment améliorer leur situation, qu'on aime bien résoudre des problèmes, on aime bien se simplifier la vie, et on prend plaisir et on prend une certaine fierté à inventer des nouvelles choses. Mais de là à dire que tout ça doit prendre la forme de l'invention de choses qu'on peut vendre pour l'argent, c'est quand même une réduction du concept de l'innovation. Si l'innovation, c'est la capacité juste à trouver des solutions à des problèmes, je me dis aujourd'hui, peut-être qu'on est un petit peu obnubilé par résoudre des problèmes économiques. Donc, par exemple, comment est-ce que je vais pouvoir créer plus d'argent sur Facebook? Je vais faire des cookies pour pouvoir marchandiser les données des gens. T'imagines la personne qui a eu cette idée, c'est génial, c'est d'innovation de fou. Mais moi, j'aurais préféré que cette personne, très inventive, ait utilisé ses heures et ses talents pour, au lieu de nous inventer des cookies sur Internet, que j'ai rencontré encore personne qui adore vraiment les cookies sur Internet, nous ait inventé quelque chose d'autre, comme une super monnaie locale, comme une carte carbone, comme des réseaux de partage d'objets, comme des nouveaux modèles d'entreprise, je ne sais pas, plein d'autres trucs. Donc, aujourd'hui, j'aurais même tendance à dire que le capitalisme, ou la croissance, on va dire que l'agitation économique des valeurs monétaires, elle monopolise nos capacités d'innovation. On est omnubilé, et ben, on voit ça sur les heures de travail. Si on regarde, imagine un petit peu, moi je compare souvent, il y a beaucoup plus de gens en France qui travaillent dans l'industrie du marketing, sur la publicité, qu'il y a de scientifiques, en général. Est-ce qu'on ne préférerait pas vivre dans une société où, on va dire, une partie de la publicité serait interdite, sur Internet par exemple, je pense que peu de personnes seraient contre, et les heures libérées par ce changement permettraient à ces gens-là d'utiliser leur talent d'innovation pour résoudre d'autres problèmes, des problèmes scientifiques, des problèmes sociaux, des problèmes politiques. Donc là, ça serait une redirection des forces innovatrices. Ce n'est pas un changement de la nature humaine, c'est juste, on va dire, une réorientation en fonction d'une définition différente de la richesse. Et encore une fois, là, je ne parle pas de quelque chose abstrait, je parle de créer de la richesse telle qu'on en fait l'expérience tous les jours. Donc, la personne qui a créé les cookies sur Internet, elle a créé sûrement énormément de revenus, accaparés par les plus riches. Lien entre croissance et inégalité, on peut y revenir. Mais je ne pense pas que, tu vois, c'est quelque chose où tu auras la fierté comme la personne qui a réussi à traverser l'Atlantique pour la première fois ou inventer un vaccin, ou quand cette personne aura 80 ans, elle se souviendra, oh, tu as inventé les cookies, là, c'était quand même un sacré moment, j'ai vraiment résolu un problème qui intéressait tout. Non, cette personne ne va pas se dire ça. Donc ça, voilà, c'est sur l'innovation et la nature humaine. Non, alors l'autre question un peu poil à gratter, c'est puisqu'on est dans la décroissance, est-ce qu'une des solutions, ce serait pas tout simplement, j'ai envie de dire, la décroissance démographique? Est-ce qu'on n'est pas trop sur Terre? J'ai envie de dire non pour deux raisons, parce que la démographie, l'action démographique, elle est lente et inefficace. Si tu veux résoudre la démographie, déjà, il faut se rendre compte qu'il y a un problème de flux et un problème de stock. Enfin, déjà, ce n'est pas des problèmes, il y a deux variables. Le problème de stock, c'est le nombre de personnes sur Terre. Et le flux, c'est l'augmentation de ces personnes. Okay, le truc, c'est que les changements démographiques, c'est lent parce qu'une génération, c'est 24 ans. Donc, si tu veux avoir un impact sur le nombre de personnes, sur le stock, changer le flux, ça ne va pas faire grand-chose. Tu vois, si tu as déjà rempli une baignoire, le stock d'eau, et que voilà, tu tournes le robinet pour qu'il y ait moitié moins d'eau qui va venir, tu as toujours une baignoire remplie d'eau. La démographie, c'est un petit peu pareil. Donc déjà, c'est lent. Donc écologiquement, tu n'as pas d'action qui te permettrait vraiment de réduire les pressions environnementales dans les 10 ans à venir, ou encore moins, c'est ce que nous dit le GIEC, avec le levier démographique. Donc c'est pour ça que moi, ça ne m'intéresse même pas. Ensuite, ça serait inefficace. Même si tu pouvais le faire, ça serait inefficace. Pourquoi? Parce que les émissions sont extrêmement concentrées. Alors, souviens-toi du chiffre, 10% des plus riches, 50% des émissions. Donc, sachant que les 50% les plus pauvres, ils ont utilisé 4% du budget national, même s'ils n'existaient pas, 50% des personnes les plus pauvres sur la planète, alors là, c'est plusieurs milliards, et ben, ça voudrait dire qu'on aurait gagné 4% du budget national, ce qu'on utilise à peu près dans les pays riches en quelques années.
Donc, même là, c'est bien sûr de façon impossible, on se rend compte que c'est inefficace. Donc, lent et inefficace parce que la démographie, c'est une solution indirecte. C'est comme la technologie. Si on se dit, ah, tu sais quoi, on va réduire la population et par implication, il y aura moins de gens qui vont consommer moins. C'est pareil, on va créer des nouvelles technologies. Par implication, ces nouvelles technologies vont nous permettre de produire différemment et consommer moins. Je fais, OK, peut-être sur le très long terme. Mais est-ce que ça va t'aider à réduire les émissions dans les 8 ans à venir? Non, là, on a besoin d'une solution directe, qui est celle que je décris sous le nom de décroissance, une réduction directe, la sobriété, la suffisance, la réduction de la production et de la consommation. La deuxième chose que je vais dire sur la démographie, et là je vais être un petit peu plus dur, c'est que donc, bon, association décroissance-démographie, il n'y en a pas. C'est un concept dans la littérature, la décroissance, qui ne discute pas de démographie parce que c'est lent et inefficace. Donc voilà, ça se concentre sur quelque chose d'autre. Mais c'est l'une des critiques quand même premières où les gens disent « Ah, tu parles des croissances, malthusien et tout, tu veux assassiner les pauvres. » En fait, c'est une mauvaise association. La décroissance est mal comprise. Donc là, bon, ça demande un certain travail de pédagogie. Ensuite, c'est un espèce de relan de ce vieil argument impérialiste anti-pauvre qui était celui de la démocratie. Les gens qui disent en général, il faut vraiment regarder un petit peu à chaque fois que quelqu'un te dit que le changement climatique est un problème de démographie, ça ne va jamais être quelqu'un qui vient d'un pays pauvre. Ça, c'est certain. Donc ça a toujours été un espèce d'argument, un discours retardant pour éviter de changer le mode de consommation, le lifestyle, le niveau de vie des gens qui ont créé la crise climatique. Je rappelle quand même que si on prend toutes les émissions depuis la révolution industrielle, les pays de l'OCDE sont responsables de 92% des émissions. Et la Chine et les États-Unis en tête de gondole, d'ailleurs. C'est une question que je ne t'ai pas posée. C'est que, très bien, allez, la France, admettons, Delphine Batho arrive au pouvoir, on se met à la décroissance. Est-ce que ça va suivre les pays qui sont les plus émetteurs, en tout cas les plus pas émetteurs, ceux qui ont la plus grosse empreinte carbone ou la plus grosse empreinte sur les écosystèmes, que sont les États-Unis et la Chine? Ouais. Et on reboucle avec la question de la démographie. Tout ça, en fait, c'est un problème de mode de pensée. C'est ça qu'il faut changer. C'est notre manière d'être au monde, notre rapport au monde. Alors, on a vu la démographie, c'est un bon discours retardant parce que ça te dit, bon, bah, ça repousse le problème à plus tard. On attend que moins de personnes seront nées et ensuite, on change la façon dont on a de produire et de consommer. Donc, c'est une impasse pour moi. Ça, c'est un autre discours retardant de dire, bah, ça ne sert à rien, la France, c'est une goutte d'eau. On commencera à changer quand la Chine, les États-Unis, le reste, les pays voilà, en développement, c'est là où il faut concentrer le problème. Donc là encore, on passe la balle. On se dit, nous on fera plus tard. À partir du moment où il y a un discours qui se solde par implication sur nous, on changera plus tard, il faut avoir une puce à l'oreille et se dire là, il y a un problème. Donc, alors c'est vrai, dans un monde où il n'y aurait que la France qui se préoccuperait de l'environnement, bon, il y aurait un problème. Mais est-ce que ce monde existe? Non, je ne pense pas. Il y a plein de gens aux États-Unis, il y a plein de gens en Chine, il y a plein de gens dans tous les pays qui se préoccupent bon, non seulement dans l'environnement, mais aussi des relations sociales, qui ont ce rapport à la valeur qui, je pense, est humainement assez universel. C'est justement ce qui est anormal, c'est cette obsession pour la valeur monétaire. C'est ça qui est nouveau et qui est né au XXe siècle. Non seulement l'obsession pour la valeur monétaire, mais l'obsession pour la vitesse d'accélération de la valeur monétaire. Alors ça, c'est très nouveau, c'est aussi très occidental. Le PIB a été créé dans les pays du Nord, hein, ça a été créé aux États-Unis, et ensuite ça a été imposé à travers le monde. Alors qu'il y a certains pays, on peut voir par exemple pour le Bhoutan, bon, qui ont toujours été très sceptiques au PIB. Hein. Le roi du Bhoutan, même dans les années 70, disait déjà, bon, voilà, nous, on ne va pas mesurer le bien-être de notre population avec cet indicateur pourri de ce thermomètre monétaire. Donc aujourd'hui, il faut prendre en compte que tous les pays du monde, il y a des changements qui sont en place qui ne sont pas forcément reflétés par les discours des dirigeants à la COP. Donc, il faut, de la même manière qu'en France, quand tu regardes la loi, moi j'imagine des étrangers qui lisent la loi climat et résilience. Ils doivent se dire, putain, les Français, là, ils se la pètent avec leur convention citoyenne et tout, genre soi-disant, ils font des trucs. Et là, ils ont réussi à interdire la publicité pour le charbon. Super. Alors, la publicité pour le charbon, il n'y en a pas. Bon,
C'est des trucs ridicules. Mais si tu regardes en France, tu vois qu'il y a plein d'initiatives qui sont vachement novatrices, de la même manière que aux États-Unis. À l'échelle des municipalités, de certains États, il y a plein d'initiatives qui sont vachement novatrices. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est apprendre des initiatives qui sont les plus novatrices, c'est accélérer, c'est compiler, faire des symbioses, créer des synergies, parfois synergies municipales, régionales, nationales, internationales, européennes. Donc oui, on n'arrive pas à faire ça sans coopération. Mais il y a un autre truc que je veux dire aussi, parce que c'est un autre discours retardant, et ça c'est quand même assez paradoxal quand on dit « Ah oui, la Chine, nous on peut arrêter de consommer, mais bon, la Chine et tout, c'est là où sont les émissions. » Alors bon, quand tu regardes l'inventaire national de nos émissions carbone domestiques, ça ne prend pas en compte les émissions liées aux produits que nous importons, une partie de Chine. Alors que si on calcule ces émissions importées, c'est 52% de l'empreinte carbone française, plus de la moitié. Donc là, c'est un petit peu faux cul de se dire, bon, c'est nous qui consommons les voitures, les ordinateurs, les téléphones, mais le coût carbone, il est comptabilisé en Chine. Alors que là, on voit que si on venait arrêter de consommer ici, ce serait beaucoup plus facile pour la Chine d'arrêter de produire. J'ai une dernière question à te poser qui est un peu moins technique. On a balayé beaucoup de choses. On pourrait y passer des heures, des jours entiers avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose, avant que je te pose cette question, que tu voudrais ajouter qui te paraît important de dire? Ouais, il y a un truc quand même. Il y a un truc et c'est le lien entre croissance et inégalité et pauvreté. Parce que ça, on l'entend souvent et les gens, ils entendent des croissances, ils me disent souvent, oui, mais ce ne serait pas un appauvrissement. Et qu'est-ce qu'on fait pour les pauvres? La grande question d'économie politique, et derrière cette question, c'est avons-nous assez de richesses? Moi, personnellement, j'utilise les travaux d'un économiste français qui s'appelle Pierre Concialdi, qui a inventé un concept qui s'appelle le surplus macroéconomique. Donc, ce qu'il fait, en fait, c'est il calcule le revenu national. Et ensuite, il va calculer des paniers de référence. Il fait ça de manière démocratique en choisissant des gens et en laissant les gens combien vous avez besoin de quoi dans la vie de tous les jours, d'eau, d'une voiture, et combien ça coûte. On se retrouve avec des budgets de référence et ensuite il compare. Est-ce qu'on a assez de revenus national pour pouvoir acheter tous ces paniers de référence? Donc, est-ce qu'on a assez de richesse pour satisfaire nos besoins? C'est ça la question. Si tu reviens dans les années 50, il n'y avait pas de surplus macroéconomique. Il y avait juste assez après la guerre mondiale. Donc, si tu venais arrêter de produire un truc là-bas, forcément, il y aurait quelqu'un au monde qui n'aurait pas assez de nourriture, il n'y aurait pas assez de moyens de mobilité, qui n'aurait pas assez de maisons. Mais aujourd'hui, ce surplus macroéconomique, c'est 40% du revenu national. C'est-à-dire que, et là, je fais le lien un petit peu avec les inégalités. Si on arrive, le problème de la pauvreté en France, c'est un problème de distribution. Ce n'est pas un problème de production. On voit souvent cet argument sur la nourriture dans le monde aussi. Bon, pareil, on produit assez de nourriture pour nourrir le monde, il faut juste mieux la distribuer. Donc en France, c'est un discours retardant encore, les gens qui disent « oui, il faut de la croissance pour résoudre la pauvreté ». La corrélation entre les deux, ça ne marche pas. La pauvreté augmente en France. Même pendant la croissance, Thomas Piketty l'a bien montré parce que les gains de la croissance sont majoritairement accaparés par ceux qui sont déjà riches. Donc, on peut comprendre, bien sûr, que la situation des pauvres ne change pas. Donc, aujourd'hui, et c'était le point principal des travaux de Thomas Piketty, il faut penser les inégalités de manière très concrète, pas avec le marteau de la croissance, du PIB, qui va résoudre des problèmes complexes comme la pauvreté ou les inégalités, mais avec des tournevis, avec plein d'outils vachement différents qui vont nous permettre de faire face à ça. Ça, c'est vraiment un point important pour moi. Et aussi, bon, non, ok, j'arrête là, parce que sinon, si j'entame la pauvreté internationale, on ne m'arrêtera plus. Mais c'est vrai que c'est une question, la question, elle est globale, puisque le problème est global. Bon, je te pose la dernière question, parce que tu as déjà donné beaucoup de ton temps, qui est la suivante, inspirée directement par l'Institut des futurs souhaitables, que tu dois forcément connaître et apprécier, j'imagine. C'est quoi ton 2040, décroissant ou non, idéal?
2040, c'est dans pas longtemps déjà. Et c'est un peu le temps qu'on a. Et déjà, il sera trop tard, il sera certainement trop tard si on n'a pas pris les mesures qu'on doit prendre. Ok. Bah, tu sais quoi, je vais essayer de faire le sommaire un peu des choses qu'on a discutées aujourd'hui. Donc, en 2040, un monde sans publicité, où on peut aller réparer nos objets à l'atelier du coin. Quand mon ordinateur va se casser, je n'aurais pas appelé un système d'après-vente, j'irai simplement voir les gens que je connais au Repair Café et on se fera, voilà, on prendra un verre et j'apprendrai comment réparer un ordinateur, on discutera, ça sera fait. Où tout, donc sans publicité, où toute consommation serait orientée sur la satisfaction d'un besoin. C'était l'une des propositions qui a été rejetée, qui était dans la Convention citoyenne, que chaque publicité porte la mention « En avez-vous vraiment besoin? La surconsommation nuit à l'écologie. » Donc ça, un monde sans publicité, des villes sans voiture, hein, des vélos partout. J'ai passé pas mal de temps à Paris récemment, c'est une expérience infernale. Alors qu'avant, j'habitais à Amsterdam, où je me baladais partout en vélo. Donc là, on peut allier l'utile à l'agréable si on vient réduire les émissions en réduisant l'usage de l'automobile, en créant des espaces beaucoup plus conviviaux, avec des bancs, des espaces verts, où on peut se balader en vélo et à pied dans des villes silencieuses pleines d'oiseaux. Ouais, tu m'as posé la question, hein, donc moi je pars dans l'utopie. Là. Oui, mais c'est vrai, mais c'est toi aussi qui partageais ta machine à laver à Amsterdam, non? Exactement, ouais. Alors ça c'était en Suède. Ah ouais. Culturellement, les gens en Suède partagent leur machine à laver parce que chaque immeuble a une laverie où tu as deux, trois machines à laver, deux, trois séchoirs, et voilà, tu as un emploi du temps et chacun se réserve des plages. Et ça s'est fait comme ça chez les riches, chez les pauvres. Donc, ce qui fait qu'en Suède, par habitant, tu as beaucoup moins de machines à laver qu'en France. Déjà, ça a du sens économiquement, donc ça coûte moins cher de faire ça. Ça a du sens écologiquement. Et de manière sociale, c'est devenu vraiment une institution. Il y a des disputes, mais ça te fait rencontrer tes voisins. Donc ça, c'est des petits changements. Je pense encore ici, moi, j'imagine un monde en 2040 où quand tu vas laver tes trucs ou réparer des objets, il y a d'autres gens avec qui tu puisses parler. Donc voilà, la laverie partagée, je l'ajoute dans mon monde de 2040. Une autre chose sur les jardins partagés aussi, un accès à la terre. Bon, moi, j'aime bien faire pousser mes légumes. J'ai de la chance d'avoir accès à un petit jardin. Donc là, voilà, je préparais mes tomates tout à l'heure. J'aimerais bien que chaque personne puisse avoir accès dans son quartier à un petit lopin de terre où on puisse, tout seul ou ensemble, faire pousser des légumes ou des fleurs, ou si on veut, avoir cette petite expérience de l'agriculture qui sera non seulement déterminante dans le futur une fois qu'on aura décarboné et déindustrialisé le modèle d'agriculture qu'on a aujourd'hui, où il faudra qu'on construise une espèce de résilience alimentaire à l'échelle du local, et on peut déjà se préparer en obtenant des compétences, en alliant l'utile à l'agréable. Hein. Dans les sondages, on le voit bien, la plupart des personnes sur le demandent est-ce que vous aimeriez bien avoir un jardin et la possibilité de jardiner de temps en temps, qui dirait non? Vous n'êtes pas obligé de le faire. Pire, ça vous fait un petit endroit, vous amenez votre transat pour aller lire un bouquin dans un jardin, écouter le bruit des oiseaux. En 2040, j'aimerais bien que dans chaque quartier, il y en ait, avec des abeilles, parce que j'aime beaucoup les abeilles. J'ai passé beaucoup de temps à écrire ma thèse quand j'étais en Suède, à côté des ruches de l'île où j'habitais sur Stockholm, où j'allais me balader. J'avais une petite table et un tabouret de pêcheur et je me mettais le plus près possible entre quelques ruches et je me sentais accompagné, englobé de ce bruissement d'abeilles. C'était très agréable, une belle expérience, une belle amitié d'ailleurs, en parlant de sympathie écologique. Ok, je reprends. De quoi d'autre on a parlé? Voilà, démocratie, donc un monde démocratique, ça veut dire quoi? Une économie démocratique avec des coopératives et des conventions citoyennes partout. Un monde où on a partagé le pouvoir, où on fait confiance aux gens, où on se donne la capacité critique d'apprendre, de faire des erreurs, d'apprendre de ses erreurs, mais de prendre les décisions décidées ensemble, hein, comme dit Yves-Marie Abraham, un théoricien de la décroissance au Québec. Lui dit la décroissance, c'est produire moins, partager plus, décider ensemble. C'est joli, c'est un très, très joli slogan. Un monde où le travail a un sens, où nous sommes tous fiers du travail, qui se concentre non pas sur la valeur d'échange, comme diraient les marxistes, donc juste générer de l'argent, des profits, mais sur la valeur d'usage, où chacun se sent utile, peut participer à la société d'une manière qui soit
source de fierté, source de grandeur, en fait, des choses qui nous propulsent vers l'avant, où on acquiert des compétences, où on se rencontre socialement dans des cadres qui favorisent la convivialité, les choses comme ça. Donc ça, voilà, un monde du travail que les anarchistes appelleraient plus un monde du travail du tout, ils appelleraient ça un monde de l'après-travail, du post-work en anglais, mais un monde du travail démarchandisé, libéré un petit peu des contraintes du carcan capitaliste. Un monde plus juste aussi. On en a parlé. Les inégalités aujourd'hui sont une barrière infranchissable pour résoudre la crise écologique. C'est pour ça que c'est l'un de mes 4 piliers dans la définition de la décroissance. Et là, il faut revenir à… Moi, j'aime beaucoup cette étude qu'ils avaient faite en Angleterre où ils demandaient à des enfants, 5 à 12 ans, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il fallait faire pour résoudre la pauvreté. Et les enfants, voilà, les gens qui ont la chance d'avoir de l'argent en donnent une partie à ceux qui ont la malchance de ne pas en avoir. Et bon, au bout d'un certain moment, ça va s'harmoniser à peu près à un niveau où il y aura des inégalités, mais ça ne sera pas trop problématique. Et voilà, je pense que la théorie économique n'a pas fait mieux. C'est-à-dire que les efforts, il y a eu des décennies de théorie néoclassique pour nous expliquer le contraire, qu'en fait, non, il fallait que les riches s'enrichissent pour que ça ruisselle ensuite vers les pauvres. Alors, empiriquement, aucune réalité. D'expérience, je pense que les gens se rendent compte que ça ne marche pas non plus. C'est comme si tu allais à un pique-nique. Voilà, tu as fait une tarte, on se partage tous une tarte, et on se dit, bon, on partage, on prend tous une part équitablement. Non, quelqu'un dit, non, il faut que je mange 5 parts. Et ensuite, vous allez voir, avec ces 5 parts, je vais avoir plein d'énergie et je vais réussir à créer de la valeur. Et ensuite, je vais en faire 2 tartes. Et ensuite, ça va ruisseler, vous vous retrouverez avec le double des parts. Enfin, c'est de la magie, c'est de la magie maléfique, ces théories économiques. Donc moi, j'aimerais bien retourner dans une société où on fasse confiance un petit peu à la morale de tous les jours, où oui, si on se retrouve dans une situation où quelqu'un est dans une situation de besoin, on en fait l'expérience à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui fait la manche, théoriquement, nous sommes face à quelqu'un qui a la malchance de ne pas avoir d'argent pour satisfaire ses besoins, et nous sommes dans une situation où nous avons la chance d'avoir plus d'argent que cette personne. Alors, on peut mobiliser plein de théories éthiques pour dire est-ce qu'on devrait donner ou ne pas donner, mais c'est quoi notre sentiment ? Qu'est-ce qu'on aimerait que cette personne riche fasse si nous étions cette personne qui faisait la manche ? En utilisant cet esprit de sollicitude, je pense que, et en l'appliquant de manière systématique à l'organisation de l'économie, on aurait quelque chose qui ressemblerait au socialisme participatif que définit Thomas Piketty, avec des inégalités, mais limitées, un plafond sur les inégalités, de 1 à 10 ou quelque chose comme ça, et un filet de sécurité qui fasse que personne ne puisse tomber en dessous du seuil à partir duquel on ne pourrait plus satisfaire ses besoins et participer en société. Ok, je termine avec un dernier truc, peut-être sur cette sympathie écologique, parce que souvent quand on parle de la crise écologique, on parle du changement climatique, on parle de ces grands systèmes planétaires qui sont quand même assez abstraits et qui manquent un petit peu de vivant. Donc, moi, j'invite les gens à repenser la crise écologique à travers les dessins animés. Alors, je sais que ça ne fait pas très sérieux pour quelqu'un qui est chercheur en économie et qui a écrit une thèse de 900 pages sur la décroissance, mais re-regardez Bambi et regardez les dessins animés et la façon dont on traite les animaux, d'une certaine manière. Et ensuite, appliquez cette logique de sympathie écologique pour informer la façon dont vous avez de vous nourrir et la façon dont vous réagissez aux conséquences de notre mode de production qui est aujourd'hui une extinction massive de la biodiversité en France et surtout ailleurs. Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait ça ? Là, le mot perte de biodiversité, qui est très technique, c'est un génocide des sociétés animales. Donc, là, encore une fois, je pense que c'est je dis ça en tant que personne. Moi, je suis depuis longtemps un surfeur, donc je passe énormément de temps dans l'océan, au moins tous les jours.
un océan qui est de plus en plus mort et pollué, surtout que j'habite un endroit en ce moment où c'est très, très pollué. Mais je pense que c'est à travers ces expériences qu'on développe de la sympathie écologique. Et aujourd'hui, si on repensait toute cette crise écologique à travers cette sympathie, on se rendrait compte tout simplement que certaines choses qu'on fait à travers la production et la consommation sont juste moralement répréhensibles. Et donc, on comprendrait la situation écologique non pas comme une décision d'économiste, oh oui, un coût, un bénéfice ou quoi, mais juste un tabassage, tout simplement, où une espèce et les classes les plus aisées de cette espèce se permet de s'offrir un luxe aux dépens de la santé de tout le reste. Un tabassage écologique, on pourrait dire. Et donc aujourd'hui, on se réveillerait en disant la crise écologique, il faut faire cesser le tabassage écologique. C'est pas. Et là, on se rend compte que la croissance verte, faire cesser le tabassage écologique, là, on est plus déjà sur la décroissance, poser la batte et l'utiliser moins que sur la croissance verte, taper de plus en plus vite et espérer qu'à un moment donné, quelque chose va se passer. Donc, voilà, je vais peut-être finir là-dessus parce que sinon ça peut continuer. Mais moi, j'aime beaucoup les utopies. Donc là, s'il y a des producteurs de cinéma qui nous écoutent, avec plaisir, moi, j'ai créé un scénario sur la France post-capitaliste, post-croissance en 2040 et après, parce qu'on a besoin de ces imaginaires aujourd'hui. Donc, au lieu de faire des films catastrophes où tout va mal, eh ben, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des films où tout va bien, où le capitalisme se serait effondré et on vivrait dans cette société désirable que j'ai décrite? Et on précise, parce que tu as utilisé beaucoup de fois le mot utopie, que l'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé, nous disait Théodore Monod. Très bien dit. Donc on peut y croire. L'Institut des futurs souhaitables nous a beaucoup abreuvé en citations inspirantes. Bon, bah merci beaucoup en tout cas Timothée, c'était très riche. Ah ouais, non, merci de m'avoir donné l'opportunité, Thibaut. À bientôt. Salut.